Bienvenue à toutes et à tous. Bonne et heureuse année 2022. Une année sans maladie, sans accident. Il sonne 13 heures passées de 33 minutes dans la pendule de la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième. Et c'est la même heure à Sola dans la Bina et à Corbongou dans la préfecture de Thônes. Nous sommes aujourd'hui 9 janvier, vous le savez, deuxième messe de cette année déjà, 2022. C'est l'heure de la messe donc qui va se dire comme d'habitude et ce depuis l'avènement du coronavirus en deux temps et autour de deux évangiles, à savoir l'évangile selon Covid-19 et l'évangile selon Saint Éric autour de l'actualité sociopolitique. Tout ça avec docteur Tchilalo, c'est bien ça? C'est docteur Tchilalo, c'est bien ça? Pélé, hein? Mais j'ai vu Tchilalo sur le protocole d'invitation. En tout cas, Pélé, vous dites, hein? Tagba Pélé. D'accord. Vous êtes médecin? Directeur de santé publique, médecin de santé publique, directeur préfectoral de la santé d'Aguanivé. De Aguanivé 1, bien sûr. Aguanivé tout simplement. D'accord. Et chers confrères ici présents que vous aurez à découvrir déjà à côté pour la co-célébration et la co-modération, c'est Ambroise Ambroise Dagnon, que j'ai le grand plaisir de retrouver sur ce plateau, et ce sera pour de bon et fera désormais partie de la messe. Techniquement, je serai conduit par Ibrahim Maki au cadrage. De l'autre côté, c'est Quentin Bidola. Moi, c'est Eric Talander, le prince héritier de la Bina. Mon docteur, faut-il s'inquiéter de la situation à Covid-19 telle qu'elle se présente ces derniers jours? Merci. Effectivement, nous sommes en plein dans une troisième vague au Togo. Et si on compte la semaine du 31 décembre jusqu'au 6 janvier 2022, nous avons enregistré au total 2868 cas pour la semaine en question, avec 4 décès. Et à la date du 6, nous avions comme cas actifs environ 6239. Donc il faut noter qu'en moyenne, durant cette dernière semaine, nous avons 410 cas confirmés par jour. 10 cas confirmés 410. 410. 410 cas confirmés par jour. Hein? Et toutes les régions sont touchées. Ah bon? Et nous constatons que c'est, disons, les voyageurs départ qui sont beaucoup plus enregistrés comme des cas positifs, suivis des cas suspects, c'est-à-dire que ceux qui se sentent mal et se font dépister. Oui. Notons que parmi les 4 décès, la plupart c'est des non-vaccinés, dont l'âge est compris entre 36 et 68 ans. Et puis, ils ont tous des comorbidités. Oui. D'accord. Alors, c'est vrai que vous l'avez effleuré un tout petit peu. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur cette grimpée, disons, fulgurante de la courbe de contamination, alors que la lutte en termes de campagne, de vaccination et respect des mesures barrières continue bien leur bonhomme de chemin? Oui, la lutte continue sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, on note une régression des nombres de cas vaccinés. Et le respect des mesures barrières est difficile. Et il faut corréler à tout ça là le variant Delta, qui est beaucoup plus contagieux, et la période dans laquelle nous nous trouvons, nous trouvons, qui est la période des fêtes, où nous avons des allers-retours, des voyages, des mouvements de la population. Donc tout ça là, a contribué à
une grimpée, disons, un nombre élevé de cas enregistrés. De 400, 500 par là, il y a des jours passés. Hier, si ma mémoire est bonne, on annonçait dans les 300. Est-ce qu'on peut déjà commencer par dire que l'effet fait a déjà fait ses effets, permettez le pléonasme et la tautologie, et que de 300, on peut encore revenir, pourquoi pas à 0? Je pense que c'est un peu trop tôt parce que il faut noter les personnes contacts. Ceux qui sont positifs, il va falloir que les personnes contacts puissent se faire dépister dans un délai de 10 jours, afin qu'on puisse dire que la période est stabilisée. Disons, la période est passée, mais pour le moment, je pense que c'est un peu trop tôt. Nous allons attendre encore un peu, voir comment les choses vont évoluer. Nous savons que très souvent ce sont les voyageurs qui nous importent ces différents variants. Alors, comment ça se passe aujourd'hui autour des aérogares et puis tout ça là? Est-ce que les gens continuent par être mis en quarantaine à leur arrivée pour qu'on ne craigne pas une 4e vague, pourquoi pas? Non, c'était par rapport à la situation de chaque pays que le Togo prenait ses dispositions. Présentement, toute personne qui arrive doit se faire vacciner, doit suivre le protocole. Disons, si la personne a été vaccinée ou non, doit se faire dépister. En aller comme au départ. Au départ, et puis disons, si la personne est dépistée positive, la personne ne peut plus voyager. Si la personne arrive, donc nous prenons la personne en charge pour la suite. Donc il est exigé le test à chaque arrivée, à chaque départ, jusqu'à présent. Bien sûr, le test PCR Parce que nous voyons les avions qui continuent par sillonner dans le ciel en aller-retour. Ah oui. On se demande... Non, le test PCR est exigé. C'est pour cela que nous arrivons à dépister certaines personnes qui arrivent au Togo dans le cadre de la COVID. Ils sont positifs. Je disais tantôt qu'il y a des voyageurs de départ qui sont positifs, mais il faut noter aussi qu'il y a des voyageurs en arrivée aussi qui sont testés positifs. S'ils sont testés positifs parce qu'ils ont subi le protocole. C'est pour cela qu'on a pu les détecter. Quel est l'état des lieux au CHR, l'OMI commune, où sont pris en charge les cas? Au CHR, oui, je pense qu'il y a encore des malades alités. Mais ce n'est pas aussi... On n'enregistre pas un nombre assez élevé comme dans le passé, où le CHR était plein. On ne trouvait pas de place. Mais il y a toujours des malades assez graves qui sont hospitalisés au CHR pour cause de Covid. D'accord. Ambroise, une question pour le docteur ou un commentaire sur la situation avec votre œil de journaliste? Les deux à la fois. Je vais commencer par d'abord bonjour docteur. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de TV2, ceux qui nous suivent à travers le pays. D'abord un petit commentaire et puis bon, ça va se terminer par une question, toutes les questions au docteur. Le premier commentaire que je fais, c'est, je ne sais pas s'il faut dire un constat, mais je me demande, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un au Togo ou même en Afrique ou dans le monde qui n'a pas fait la maladie du Covid? Parce que finalement, c'est une maladie qui m'a l'air d'être devenue ordinaire. Ce n'est pas comme le paludisme. En disant ça comme ça, ce n'est pas pour minimiser la maladie ni sa dangerosité, mais je me dis, tout à l'heure, le docteur a parlé du variant Omicron qui est en train de sévir actuellement, et avec la grippe saisonnière qui fait rage actuellement. Bon, par les témoignages que nous avons des uns et des autres, il semble bien que la maladie, au départ, oui, elle était plus dangereuse qu'elle ne l'est actuellement. Sur le plan théorique, le docteur l'a dit, la lutte continue avec la campagne de sensibilisation. Entre-temps, il y a eu un peu l'intimidation, la menace du gouvernement. Et je n'invente pas, c'est une petite pression. Une forte pression. Une forte pression de la part du gouvernement. Bon, ça a porté ses fruits, reconnaissons-le quand même. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt,
la maladie, elle est devenue presque ordinaire. Parce que, qu'on le veuille ou non, tout à l'heure, tu as dit, ce sont les voyageurs qui nous importent la maladie. Bon, c'est vrai, enfin, les variants, les différents variants. Mais la réalité aussi est que l'on voyage ou non, ce qui est certain, on vit aujourd'hui dans un monde globalisé où la maladie peut s'exporter d'un lieu à un autre sans nécessairement qu'il y ait des voyageurs. Parce que quand on dit voyageurs, ce qui vient tout de suite à l'esprit, ce sont des gens qui ont pris le vol, peut-être depuis la France, depuis les États-Unis, alors que ce n'est pas forcément le cas. On sait que dans notre pays et dans bien d'autres en Afrique, malgré le protocole sanitaire qu'il exige, par exemple, qu'il puisse y avoir au plus 15 personnes lors des cérémonies de, par exemple, les mariages, funérailles, etc. Une fois des funérailles où il y a plein de gens, on va à des cérémonies de baptême. La preuve, à l'heure où nous parlons, il se passe quelque chose derrière les mains là-bas. Il y en a plein. Et l'État ne peut pas déployer un gendarme derrière chaque citoyen pour vérifier tout ça là. Donc, il y a à un moment donné un manque de relâchement, et, disons un défaut de prise de conscience au niveau de chaque citoyen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en clair, on est dans une situation où, moi je dis, il faut apprendre à vivre, non pas avec la maladie, mais malgré la maladie. Alors, la question que moi j'aimerais poser, la première que j'aimerais poser au docteur, c'est de savoir, aujourd'hui, on parle du variant Omicron, et on parle de la vaccination. Or, il se trouve, et c'est pas moi qui le dis, c'est factuel, que même le vaccin ne met pas à l'abri de la maladie. Les gens, quand vous voyez, moi je suis beaucoup les informations sur les chaînes françaises, où on nous dit que dans les services de réanimation, ceux qui sont admis sont plus ceux qui ont été vaccinés que ceux qui ne l'ont pas été. Alors à partir du moment où, docteur, on nous dit que quand vous faites vacciner, juste que le vaccin vous met à l'abri des complications, des cas graves, mais que ça ne vous met pas à l'abri en réalité de la maladie. Alors si je dois me faire vacciner juste pour aller dans un restaurant, pour avoir le pass vaccinal, aller dans un restaurant, aller dans un café, au cinéma, voyager, si ce n'est que pour ça, mais je peux me dire, ok, moi je n'ai pas envie de voyager, je n'ai pas envie de faire tout ça et je vais rester donc sans me faire vacciner. Est-ce que le discours ne doit pas changer, docteur? Une longue question, mais que je peux résumer en ceci: les gens se vaccinent-ils pour avoir le carnet, le pass vaccinal, ou bien contre vraiment la maladie? Je pense que nous ne devons pas nous vacciner pour le pass vaccinal. Nous devons nous vacciner pour nous protéger contre la maladie. Je ne vous coupe pas la parole, docteur, je ne vous coupe pas la parole, mais il est établi, encore une fois, je n'invente pas, il est établi que la vaccination, ce n'est pas une panacée contre la maladie. Les gens ont fait le vaccin et pour autant, ils ont chopé la maladie. Donc finalement, pourquoi on se vaccine? Si les gens ont fait le vaccin et ils ont fait la maladie, il faut se poser la question, est-ce qu'ils ont observé toutes les mesures? Parce qu'on n'a pas dit, lorsque tu te fais vacciner, tu ne dois plus observer les mesures barrières. De deux, tout autour de nous, les gens ne se vaccinent pas. Il y a des chefs services, normalement, qui devaient faire respecter les dispositions, mais qui ne le font pas. Donc nous sommes dans un milieu où nous pouvons être vaccinés, mais tout autour de nous, s'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, c'est-à-dire que nous allons faire la maladie. Maintenant, nous avons dit que lorsque tu te fais vacciner, tu te protèges comme les formes graves. C'est pas pour autant que nous allons nous exposer. La semaine dernière, pratiquement tout le personnel, en tout cas chez moi, était malade. De la maladie, du Covid? Je ne parle pas du Covid parce que tout le monde ne se fait pas dépister. Tout le monde présentait. Oui, mais nous n'avons pas tous fait la troisième dose. C'est prouvé que lorsque, disons, par rapport au vaccin, à un certain moment, l'efficacité diminue. Donc c'est en cela qu'on a demandé de faire une troisième dose. Jusqu'à présent, parce que si je prends par exemple le vaccin contre l'hépatite B, il faut faire combien de doses avant d'être immunisé? Ça dépend des types de vaccins. Il y en a qu'on fait 2 à 3 doses. Je prends le vaccin contre le tétanos. Pour les femmes enceintes, pour être complètement, ou bien toute personne pour être complètement vaccinée, il faut faire jusqu'à 5 doses. Pour pouvoir être complètement vacciné. N'oublions pas que c'est un virus. Le virus, il est difficile à gérer. Tout ce qu'on appelle virus,
ils mutent, ils changent de forme. Et dans ce sens-là que les études continuent, les scientifiques continuent par faire des recherches. C'est pas parce que je ne veux pas penser ne pas nous faire vacciner parce que lorsque nous nous faisons vacciner, ceux qui ont fait même 2 doses tombent malades. Donc, très bien. Une deuxième et dernière question. Sinon, vos questions risquent d'être plus... vous avez parlé de la 3e dose tout à l'heure. Oui. On a vu en Israël, par exemple, on parle même de la 4e dose déjà. Ça veut dire que, d'abord, dans un premier temps, lorsque les gens avaient pris une première dose, on a dit une 2e dose et ça va s'arrêter. Après, on parle de 3e dose. Qu'est-ce qui nous rassure aujourd'hui ou nous garantit aujourd'hui qu'il n'y aura pas une 4e dose, une 5e dose et une énième. Une énième dose. Alors, cette technique du dernier petit effort, on vous dit, faites le dernier effort, mais qui ne finit jamais. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, les êtres humains sont devenus comme une sorte de rats sur lesquels on fait les expériences. Si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes debout ici en train de parler, c'est grâce à l'évolution scientifique, parce qu'il y a eu des gens sur qui on a testé. Disons, pas directement, c'est-à-dire on est passé par les cobayes ensuite. Et nous, aujourd'hui, nous bénéficions de l'évolution scientifique. Disons que le vaccin, comme je l'ai dit tantôt, ne l'appelons pas 3e ou 4e dose. Appelons-le dose de rappel. Appelons-le dose de rappel parce que je dis, présentement, c'est une nouvelle maladie qu'on n'a pas fini de découvrir. Et il y en aura d'autres. Il y aura d'autres variants c'est une lutte perpétuelle. Restons dans la lutte et puis mobilisons-nous afin que nous puissions protéger ceux qui sont les plus faibles. Amen. À cette allure, madame, il faut dire que la lutte, c'est une route, ça va être une route assez longue, parce que... Oui, ça va être assez long. À vous écouter, à voir la réalité sur le terrain, ce n'est pas pour demain la fin de Covid-19. C'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Maintenant, dites-nous, quelle est l'ambiance également dans les vaccinodromes, comme vous les appelez? Est-ce que les gens continuent par se mobiliser en faveur Je l'avais dit au début, j'ai dit que théoriquement, parce que les gens... ont baissé les bras, que ce soit dans le respect des mesures barrières, ou bien que ce soit dans la vaccination. Nous observons, les uns et les autres préfèrent écouter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et puis oublier le vaccin, ou bien il y en a qui, par rapport aux effets secondaires, il y en a qui lient certains effets, disons, secondaires pour tout vaccin, pour tout produit, il y a toujours des effets secondaires. Donc, il y en a qui disent que oui, que quelqu'un a fait le vaccin et puis est décédé, ou bien que... Or, c'est pas évident. Nous n'avons pas enregistré assez de cas, pas de cas graves pour le moment de manifestation post-vaccinale, mais pour tout vaccin, même un enfant qui naît aujourd'hui, on lui fait le vaccin, l'enfant va pleurer toute la nuit, bien sûr, parce que l'enfant a eu un corps étranger ou quelque chose d'étranger dans le corps, et il y a une petite réaction qui se fait. Donc nous devons faire fi de ça et puis aller nous faire vacciner. Les équipes sont disponibles partout, dans les formations sanitaires surtout, mais si un service s'organise, et il peut nous faire appel, nous allons vers le service pour procéder à la vaccination du personnel. Oui, vous l'avez dit, ensemble, constater un relâchement dans le respect des mesures barrières pour le port des masques. Bon, ça, ce n'est pas encore trop remarquable parce que les forces de sécurité de l'ordre font leur travail dans la circulation autour des marchés. Mais à l'intérieur des marchés, ce n'est pas toujours ça. Et le lavage des mains, le dispositif de lavage des mains semble disparaître ou avoir disparu à tous les endroits. Est-ce à l'intérieur seulement des marchés? C'est à tous les niveaux, que ce soit les bâtiments administratifs, il y a un relâchement, quoi. Il y a un relâchement total, les dispositifs sont défectueux, ou bien tu n'as pas de savon, ou bien tu n'as pas de l'eau. Dans les marchés aussi, en tout cas, le marché est un bâtiment administratif à caractère social. En principe, c'est du ressort des mairies qui doivent prendre leurs dispositions pour que toute femme qui reste, c'est un lieu de travail pour les femmes.
au moins celles qui sont dans les marchés permanemment puissent quand même être vaccinées. Et les autres qui viennent là, on fera face aux autres qui vont arriver dans les marchés pour qu'ils voient. Bon, c'est un peu difficile à certains endroits parce qu'il y a certains marchés qui ne sont pas clôturés. Oui. Donc, c'est un peu difficile de vraiment gérer les cas là. Mais bon, dans tous les cas, comme quelqu'un l'aurait dit, il y va de la responsabilité individuelle et collective. Donc, chacun doit savoir se protéger et puis protéger les autres. On criait entre-temps que les lieux de culte étaient beaucoup plus exposés. Mais bon, on semble maintenant constater que c'est des endroits où il y a plus de discipline. Les bars ont repris leur animation. Les autres lieux publics, les vidéoclubs, tout ça là est bon. Et on n'en parle pas suffisamment. Je pense qu'on n'en parle pas, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. S'il arrivait que ça continue pas à augmenter, aujourd'hui on a Omicron, mais demain nous ne savons pas quel type de variant on aura et quelle sera sa virulence. Et donc, si ça continue, je pense que l'autorité sera obligée de prendre encore d'autres mesures. Une dernière question avant votre mot de fin. Où en est-on avec l'imposition, entre guillemets, du pass vaccinal avant l'accès aux lieux administratifs, aux bâtiments administratifs et autres? Parce que là également, je constate qu'il y a un relâchement. Oui, je le disais tantôt, c'est à chaque responsable, chef de service, de prendre ses dispositions pour que qu'ils puissent protéger ses administrés. Nous sommes en train de réfléchir pour voir quelle est la meilleure manière d'y arriver. Pour le moment, nous sommes en train de sensibiliser, parler aux gens pour que les gens puissent se faire vacciner. D'accord. Ainsi. À présent, un mot de fin, un guide de rappel pour relancer les uns les autres. Oui. Pour ceux qui ont déjà fait la maladie, je pense qu'ils ont plus peur. Ah oui. Ceux qui n'ont jamais ou bien ne se sont pas encore fait dépister, ils vont toujours parler, dire que non, dénier la maladie, qu'elle n'existe pas. Mais moi, je sais que la maladie existe et que nous devons aller nous faire vacciner. Merci. Vous pouvez nous rappeler les mesures barrières? Elles sont classiques. Elles sont classiques. Le lavage des mains systématique à l'eau, au savon, ou bien à solution, ou bien gel hydroalcoolique, la distanciation physique et sociale. Gel qui n'existe plus, oui, apparemment. Mais le savon existe. L'eau aussi, il est là. Et puis la distanciation physique et puis le port correct du masque. Je vous remercie. Merci, c'est nous qui vous remercions, docteur, pour votre disponibilité. Vous êtes docteur Pelei, vous êtes médecin-chef, directeur préfectoral de la santé d'Aguenivé. Voilà, directeur préfectoral de la santé d'Aguenivé. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Et à travers vous, merci à la coordination nationale de riposte et pourquoi pas au gouvernement et au chef de l'État qui veille en bon père et bonne mère de famille à notre santé. Portez-vous bien. Nous profitons pour souhaiter à vous, à votre famille et à vos collaborateurs une bonne et heureuse année 2022, une année sans accident, sans maladie et sans perturbation. Merci à vous aussi. Portez-vous bien et bon retour chez vous. Merci. Très bien. Voilà, c'était la première messe autour de l'évangile selon Covid-19. C'était avec Dr Tagba Pelei, directrice préfectorale de la santé d'Aguenivé. La deuxième messe va démarrer et nous sommes heureux de retrouver sur ce plateau Jacques Jacouti qui nous rejoint. Il est le président, ancien président du Conseil national des patrons de presse. Il est journaliste, le directeur général de Radio Évangile, JDA, Jésus vous aime, JDA. Il rejoint donc Ambroise Dagnon et moi pour la suite de la messe, sinon la deuxième messe. La deuxième messe qui s'articule autour de 4 chapitres, à savoir le message du chef de l'État
à la nation la décision du Conseil des ministres relative à la caution ou avance, ça dépend, sur les logements, l'appel à l'unité d'action de l'opposition et la situation politique au Mali. Une situation politique qui est au cœur d'ailleurs d'une rencontre extraordinaire à l'heure où nous parlons au Ghana. Mon président, bienvenue sur ce plateau et bonne et heureuse année. Merci Eric. Je voudrais saluer également les téléspectateurs et téléspectatrices de TV2 et souhaiter une bonne heureuse année, et une année de paix et une année de grâce et une année où nous n'allons pas tellement dépenser notre argent dans les pharmacies, mais une année où nous allons utiliser notre argent pour faire avancer nos projets, aider nos enfants à se scolariser. Merci mon président, que vos vœux soient exaucés et je sais qu'elles le seront. Alors, mon président et puis Ambroise, les quelques journaux qui ont paru cette semaine, les autres, la majorité s'étant offert une pause obligatoire, se sont intéressés au message du chef de l'État à la nation, message du 30 décembre 2021, un message de 15 minutes 37 secondes chronométré autour de 3 ou 4 axes. Voilà, la sécurité, la santé, l'éducation et le social, avec comme surprise l'avance sur salaire remboursable en 12 mois pour les fonctionnaires du public et du parapublic. Jacques, comment avez-vous trouvé le message du chef de l'État dans son ensemble autour des 4 axes? D'abord, dire que c'est une tradition que le chef de l'État a respectée, et dire également que nous ne sommes pas rentrés dans la nouvelle année avant de suivre le message du chef de l'État. Ça, c'est une première. Oui. Je crois que beaucoup de nos compatriotes s'y attendaient, que peut-être c'est dans la nouvelle année que le chef de l'État allait livrer son message, mais il l'a fait dans l'année antérieure. Nous avons suivi un peu le message. Il a axé son message sur 4 points que j'ai pu retenir. L'axe de la sécurité. L'axe également de la santé. Il a parlé également du bien-être, et il a par ricochet parlé également un peu de la politique. Je crois que c'est des axes qu'il faut quand même dire que c'est ces actes-là qui retiennent aujourd'hui l'attention de chacun d'entre nous. Il a évoqué également la santé. Quand on parle de la sécurité aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans la sous-région, dans les pays limitrophes, quand on prend le Burkina et le Bénin aujourd'hui, on voit que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il est important que, Togolais que nous sommes, nous puissions conjuguer nos efforts. Parce que quoi qu'on dise, ce qui se passe aujourd'hui au Bénin et au Burkina, si on ne fait pas attention, si nous ne nous unissons pas ensemble pour combattre cet ennemi-là, attention, nous risquons. Donc, je crois que le chef de l'État nous appelle à cette unité, nous appelle également à la vigilance. Et pour parler également de cette unité, de cette vigilance, il faut également que le gouvernement puisse investir dans ces lieux, dans ces zones. Vous voyez que c'est des zones un peu où les gens souffrent beaucoup. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas les hôpitaux. Donc je crois que le chef de l'État a parlé de tout ça. Espérons que ces vœux puissent effectivement se réaliser. L'axe de la santé, quand vous prenez aujourd'hui le Covid-19, il faut reconnaître que c'est une pandémie qui a mis presque tous les pays à terre. Sur le plan économique, presque tous les plans aujourd'hui, les pays en souffrent. Et le Togo ne demeure pas également épargné de l'épidémie. Mais il faudrait aujourd'hui que le gouvernement puisse revoir également certains aspects pour soulager un peu les populations, surtout au niveau du secteur de l'agriculture, le secteur économique. Parce qu'aujourd'hui, les denrées sont tellement chères, et quand vous allez un peu dans les marchés, nos femmes souffrent, et les hommes également qui vont souvent au marché, ça ne va pas du tout.
il faudrait aujourd'hui que le gouvernement puisse investir également dans cette économie et voir également comment soulager un peu les populations par rapport à la cherté de la vie. C'est vrai que le chef de l'État a dit qu'il faut mettre également les dispositifs de contrôle au niveau des marchés, mais avant que le contrôle se fasse, il faut qu'il y ait une production. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe à l'intérieur du pays, quand on parle de l'agriculture aujourd'hui, les gens ne veulent plus cultiver aujourd'hui le maïs, ils ne veulent plus cultiver aujourd'hui le sorgho. Les gens sont là aujourd'hui à cultiver seulement du soja. Et quand on parle de soja, vous savez que c'est des entrants que les gens vont vendre et puis c'est tout. Après, ils sont là, ils croisent les bras, ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas acheter le maïs ni le mil. Donc il faudrait que le gouvernement puisse revoir également ces aspects-là, comment aider effectivement ces populations à avoir effectivement la pensée de pouvoir retourner toujours à l'agriculture, produire et qu'ils puissent avoir des gens également pour acheter. Donc voilà un peu ce que j'ai pu retenir du message du chef de l'État. Et il faudrait aujourd'hui que tout ce qu'il a dit, que cela se transforme et que nos populations puissent effectivement bénéficier de tout ce qu'il a dit. Vous avez parlé du 13e mois. C'est vrai qu'il a dit que c'est... Il a fait l'objet de beaucoup de polémiques. Voilà, je crois qu'aujourd'hui j'étais quelque part où c'était des corps habillés, et on échangeait, et vous les connaissez. Il disait que bon, c'est déjà tombé et c'est déjà fini également. Donc, aussitôt tombé, aussitôt fini. Donc c'est pour vous dire que ça ne serait pas du tout facile. Et qui connaît un peu le mois de janvier, vous savez que c'est un mois un peu long, le mois ne finit pas tôt, donc il faudrait aujourd'hui que l'argent que les gens ont reçu, et le chef de l'État a bien précisé que ce n'est pas un don, mais c'est un prêt qu'ils vont quand même rembourser. Je crois que ça pourra quand même aider ceux qui ont des projets à pouvoir les réaliser. L'essentiel, c'est de savoir gérer. Voilà. Ambroise, votre avis me plaît là-dessus également. Comment, à l'expression, vous avez vu et apprécié le message du chef de l'État dans son ensemble? Bon, la première remarque que je fais, c'est que pour une des rares fois, le discours du chef de l'État est intervenu avant la fin de l'année, c'est-à-dire le 30 décembre. Parce qu'il nous a habitués à... disons, à délivrer son message de vœux, de nouvel an. Ou 2-3 jours après. 2-3 jours parfois. Même parfois 5 jours après. 5 jours, voire plus. Voilà, donc c'est une grande première. Maintenant, pour ce qui est des annonces qu'il a faites, je note que ces annonces ont été pour moi quelque peu timides. On aurait aimé que le chef de l'État aille au-delà. Oui, on aurait aimé qu'il aille au-delà, par exemple, par rapport au 13e mois. Est-ce que c'est de cela que le fonctionnaire togolais a besoin? Avait besoin. Est-ce que c'est de ça qu'il a besoin? Ou alors est-ce que le chef de l'État n'aurait pas... C'est vrai qu'on ne peut pas imaginer un chef de l'État venir par exemple annoncer l'augmentation du salaire. Du salaire. Bon, c'est vrai, Patrice Talon l'a fait au Bénin, mais on me dira que le Bénin n'est pas le Togo et que le Togo n'est pas une colonie du Bénin. Voilà, on peut paraphraser un peu quelqu'un. Donc oui, je comprends tout ça. Mais en même temps, je dis, quelles étaient les annonces faites par le chef de l'État? Bon, tout ça pour moi reste des annonces, parce qu'on dit souvent que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est Emmanuel Kant qui le dit. Voilà, donc le chef de l'État nous a habitués à des effets d'annonce, à de belles promesses, mais qui malheureusement dans la réalité ne sont pas vraiment tenues. Je me rappelle que le chef de l'État avait déjà dit qu'une minorité accapare les richesses. Ce mot, cette phrase, on la colle toujours. Voilà, mais qu'est-ce qui est fait? Je vais parler de la lutte contre l'impunité. L'impunité. Bon, je ne suis pas gouvernant, je ne suis pas politicien pour savoir comment la gouvernance de l'État se fait. Quelles sont les contingences finalement qui empêchent le chef de l'État de traduire sa bonne volonté qu'il affiche à travers ces discours qui sont parfois beaux et mirobolants? Qu'est-ce qui l'empêche donc de traduire cette bonne volonté-là dans la réalité? Je ne sais pas. Maintenant, pour disséquer un peu son discours, je sais qu'il y a une grande part du discours qui a été consacrée à l'armée. Et je crois que c'est de bonne guerre parce que nous sommes dans un contexte de menaces sécuritaires où on parle des attaques terroristes qui sont en train donc de planer sur le Togo. Ils se sont même signalés à Samlouaga, je crois que c'était en novembre dernier. Donc je crois que c'était le 8 novembre. Le 8 novembre dernier. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a tout intérêt à faire en sorte que entre l'exécutif, en tout cas entre lui en tant que le chef suprême des armées et l'armée, il puisse y avoir cette comment dire
cette symbiose-là. Oui, oui. Mais je note simplement que la lutte contre le terrorisme n'est pas que militaire. Elle est avant tout une lutte sur le plan des renseignements. Et avant même d'aller sur le plan des renseignements, c'est Antonio Gramsci qui disait que quand il y a beaucoup de clairs-obscurs, les monstres fleurissent. C'est-à-dire que vous savez très bien, vous êtes philosophe, vous comprenez ce que je dis, vous savez très bien que l'un des carburants du terrorisme, c'est la pauvreté. Ce sont les facteurs sociaux qui constituent en quelque sorte le terreau fertile pour le terrorisme. Alors, cela nous ramène sur le plan social. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? C'est vrai, on nous parlera des filets sociaux, tout ça, mais généralement, ce ne sont que des discours et ce ne sont que des choses qui sont faites à minima. Est-ce que sur le plan social, beaucoup d'efforts sont faits aujourd'hui pour que à Dapaon, à Sokodé, à Mango, à Lomé et peut-être dans d'autres régions du Togo, il ne puisse pas y avoir ce qu'on appelle les cellules dormantes? Parce que le terrorisme ne fait pas que s'exporter. Il peut y avoir en interne, d'accord, des foyers, merci de m'avoir prêté le mot, des foyers. Donc je crois que sur ce plan-là, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Maintenant, pour ce qui est également de... Le chef de l'État a parlé comment dire ça? La santé. De la santé. Je crois que tout le monde le sait. La santé, on n'a pas besoin de faire un dessin pour que le Togolais, ou du moins le chef de l'État, sache de quoi le Togo a besoin en matière de santé. On nous a promis l'hôpital Saint-Péregrin, dont l'inauguration était prévue pour mai ou juillet 2020. On est en 2022, bientôt juillet 2022. Ça n'a jamais été le cas. On parle de scanners dans les hôpitaux. Il n'y en a pas. Tout le temps, le personnel de la santé fait des revendications, bon, rien ne se fait. Donc je crois qu'il faut aller au-delà des discours. Il faut aller au-delà des discours. Et encore une fois, le chef de l'État, je le trouve un peu timide lorsqu'il faut faire des annonces. Je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve encore timide. Encore une fois, voilà. D'accord. Jacques, réaction, Ambroise trouve que c'est de très belles annonces, mais là où il n'est pas toujours satisfait, c'est dans la mise en application de ces belles annonces. Oui, vous savez, une chose est d'annoncer, une autre chose est de faire le suivi. Vous voyez, donc, quand on prend par exemple le volet sécuritaire, il y a le ministre de la Sécurité, le ministre également de la Défense. Et quand on quitte par exemple ces personnalités, nous descendons un peu vers le bas, il y a le chef d'état-major général de l'armée, il y a le directeur de la gendarmerie, il y a le directeur de la police, il y a le chef de renseignement. Vous voyez que c'est tout un maillon. Donc il faudrait que l'ensemble de ce maillon-là, chacun d'entre eux sache ce qu'il faut faire par rapport à ce discours-là. Aujourd'hui, il faut reconnaître que pour combattre, comme il le disait tout à l'heure, ce terrorisme-là, il faut les renseignements. Si aujourd'hui nous n'avons pas un renseignement efficace, il faut reconnaître que tous les efforts ne pourront pas effectivement marcher. Il a parlé également du volet de la santé. Nous avons le ministre de la Santé. Ambroise parlait tout à l'heure des scanners. Vous savez que ce n'est pas aujourd'hui que les Togolais ont commencé par parler du scanner. Ça fait presque... Il n'y a pas ce jour aujourd'hui que les Togolais ne parlent pas de ces scanners. Nos hôpitaux ne sont pas dotés de scanners. Et comme il a annoncé, espérons que cette année, ça serait effectivement la bonne pour qu'on puisse effectivement doter aujourd'hui nos hôpitaux effectivement de scanners. Donc je crois qu'il faudrait, c'est vrai que c'est des annonces qui ont été faites, il faudrait que les annonces-là soient accompagnées chaque secteur par le ministre concerné, effectivement, de ces annonces-là qui ont été faites. Il avait parlé du 13e mois. Je crois que depuis la semaine passée, les gens ont même déjà fini ça. Voilà, aussitôt fini. Donc, ce n'est pas pour arracher la parole au président, mon aîné Jacques Dakouti, mais je crois que sur un autre aspect, il y a aussi un souci. Tout à l'heure, lorsqu'il citait les différents ministères, la sécurité, la santé, la défense, et il a bien fait de le rappeler. Le chef de l'État, c'est le chef suprême, le premier magistrat. Lui donne les orientations. Et je note simplement que, oui, une chose est de dire que le chef de l'État n'a pas fait d'annonces courageuses, ou alors qu'on attend que ces annonces soient suivies des faits. Mais l'autre chose est de voir également les ministres qui sont chargés de l'implémentation des politiques
Est-ce qu'ils font leur travail? Est-ce qu'ils font leur travail? Je ne dirais pas que ce gouvernement est composé d'incompétents. C'est leur fait. Non, je ne peux pas dire ça. Jamais. Mais je dirais simplement que je note que beaucoup de ces ministres-là ont démissionné. Vous savez, tenez, lorsque le chef de l'État fait son discours, en tant que citoyen, pas forcément journaliste, en tant que citoyen, je n'attends pas nécessairement qu'un ministre vienne me faire l'exégèse du discours du chef de l'État. Non, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, n'a pas parlé un français, je ne sais pas, satellitaire. Pour que ce soit des ministres qui viennent nous faire l'exégèse avant que nous comprenions. C'est pas ça qu'on attend d'un ministre. On n'attend pas. C'est vous qui les invitez, les ministres? Non, ben, écoutez, quand par exemple le chef de l'État fait son discours, je crois que le porte-parole du gouvernement est partagé par deux éminents ministres, les professeurs Ayewatan et Trimois, qui est le professeur Ayewatan a déjà fait cet exercice-là que beaucoup ont aimé. Et les gens applaudissent d'ailleurs. Pourquoi chaque ministre veut venir faire l'interprétation, l'explication de texte du discours du chef de l'État avant qu'on comprenne? Non, ça traduit un fait. Vous savez la réalité que ça traduit, c'est que nous avons des ministres, encore une fois, je ne dirais pas qu'ils sont incompétents, mais ils sont démissionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont là, c'est des ministres fantomatiques, qu'on ne voit peut-être qu'à travers les photos, les images des conseils des ministres. Et comme on est à la fin de l'année, ou en début d'une nouvelle année, pour donner l'impression qu'on existe, on est obligé de prendre un pan du discours du chef de l'État, de venir le commenter, pour que le patron ou le chef puisse dire, lui aussi fait quelque chose. Non, je crois que vous voulez les voir sur le terrain. Et puis il y a beaucoup de paresseux. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a beaucoup de paresseux, de démissionnaires. Ce n'est pas ça qu'on attend d'eux. Le chef de l'État a donné des orientations. Il faut que chacun, en ce qui le concerne dans son secteur, puisse travailler. Au lieu de venir faire le professeur de CM. Non, de lecture suivie et dirigée ou de texte expliqué. Soyez sérieux, quoi. Soyez sérieux. Ce n'est pas ça qu'on attend d'eux. On attend d'eux qu'ils puissent implémenter dans leur secteur respectif les politiques publiques qui ont été élaborées au niveau du sommet de l'État. Voilà. Dans tous les cas, on voit que tous ne sont pas mauvais, vous l'avez dit. Il y a un bon nombre qui ne travaillent dans l'ombre. Je dis sont démissionnaires. Et démissionnaire veut dire simplement, c'est-à-dire que, vous savez, un ministre, ce n'est pas un génie en réalité. Un ministre, c'est un homme avant tout. Voilà. Et qui a simplement la confiance du chef de l'État et du chef du gouvernement. Et qui doit se faire entourer des hommes compétents. Et je ne peux pas faire offense à ces ministres-là en pensant un seul instant qu'ils sont mal accompagnés. Non, ils sont très bien accompagnés, mais ça ne suit pas dans les... Quand on prend par exemple des ministres comme le général Yak, personne... Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? On prend le professeur Kokoroko. À part le fait que, personnellement, je trouve que il y a des méthodes qu'on peut questionner. Ça, c'est Kokoroko, ça. Ça, c'est aussi... C'est ça, c'est une méthode. Mais aujourd'hui, est-ce que ça ne paye pas? Ça paye. Donc, disons que tout ne peut pas être jeté au pain en noir. Mais simplement, je constate qu'il y a beaucoup de démissionnaires qui doivent très vite se mettre au travail. Comme le dit Kofi Olomide, suivez le guide. Donc, suivez ces bons exemples qu'on cite. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a. Tout comme il y a des fantomatiques qu'on ne voit pas. En fait, Eric, le problème, vous savez, au Togo, nous n'avons pas, par exemple, cette culture de valoriser nos langues nationales. En fait, tout le débat à ce niveau. Quand vous prenez par exemple d'autres pays, j'ai suivi, c'était vendredi, le discours programme du Premier ministre du Burkina à l'Assemblée nationale. Au même moment, quand il faisait par exemple son discours, les confrères de la télévision du Burkina, il y avait presque toutes les langues qui étaient là, qui commentaient. Et donc, vous voyez qu'à la descente, ils n'ont plus besoin qu'un ministre aille encore sur les médias pour expliquer quoi que ce soit. En fait, tout le débat à ce niveau. Et vous allez voir que au Togo, presque tout se fait en français. Hein? On fait tout en français. L'Assemblée nationale, par exemple. Et quand vous prenez même souvent le discours du chef de l'État, vous savez, nous avons des sourds, nous avons des sourds-muets également dans ce pays qui ont besoin également d'être informés. Nous avons, quand vous prenez par exemple en Europe, lorsque le président Macron fait son discours, il y a toujours quelqu'un à côté qui interprète également tout ce que Macron dit par rapport aux sourds. Donc vous voyez, donc c'est pour vous dire que nous n'avons pas encore cette culture. Il faudrait qu'on puisse nous approprier également de cette culture pour faire comprendre également à nos compatriotes réellement ce qui se passe. Donc voilà, donc comme il n'y a pas ça, c'est pourquoi certains ministres vont sur des médias
pour essayer d'expliquer, alors qu'on pouvait faire l'économie d'expliquer ça. Il faudrait seulement qu'on organise un bon plateau au niveau de la TVT et que... Avec pourquoi ne pas faire une conférence de presse avec le président autour de... Justement, je voudrais même en revenir par rapport au format du discours, par exemple, du chef de l'État. Le président peut changer également le format de son discours. Peut-être qu'en prenant, en associant peut-être 2 journalistes, 3 journalistes, qui pourront lui poser des questions sur la vie effectivement du pays, il l'explique, et les gens suivent en direct. On pouvait faire cela en synchronisant cette émission, bien ce débat, sur toutes les champs sur toute l'étendue du territoire. C'est possible. Vous voyez, donc c'est et au-delà de ce que propose Jacques, que je trouve assez pertinent, mais il faut que le chef de l'État se conforme également à la Constitution qui lui fait obligation de faire l'état de la nation au moins une fois. Non, c'est pas obligation. L'opportunité, à ce niveau, c'est l'article 114 qui dit que le chef de l'État a l'opportunité de se présenter. D'accord. Alors, admettons que ce n'est pas une obligation, mais que le chef de l'État a l'opportunité. Bon, voilà, on va jouer sur les mots. A l'opportunité de présenter l'état de la nation au moins une fois devant l'Assemblée nationale. Pourquoi il ne le fait pas? On me dira qu'il n'est pas obligé constitutionnellement de le faire. Bon, j'irai vérifier l'article en question après. Je ne sais pas si c'est une obligation ou une opportunité. Mais ce qui est certain, c'est que les Togolais veulent que le chef de l'État, c'est le père de famille, c'est le père de la maison. Au moins une fois dans l'année, il faut qu'il nous dise, qu'il nous fasse le point de l'état de la nation. Ça, ce n'est pas compliqué. Donc, au-delà de ces vœux qu'il nous présente, ce qui est bon, il faut qu'il se prononce sur l'état de la nation au moins une fois devant la représentation nationale et en prenant en compte ce que Jacques vient de proposer, c'est-à-dire que de faire en sorte que les Togolais, quelle que soit leur appartenance sociale, linguistique, tout ça là, puissent comprendre ne serait-ce que l'essentiel. Puisque il est le chef de l'État de tout le monde, même du paysan qui est dans la ferme quelque part. Exactement. En tout cas, comme nous sommes dans un gouvernement, dans une équipe de gouverner autrement, je crois que cette année 2022, nous allons connaître beaucoup de nouvelles choses. On a vu la gouvernance autrement. Oui. On l'a vu aussi. On a vu comment on a gouverné autrement. Oui, en 2022, on verra aussi. Chaque année apporte ses motivations. Et comme vous l'avez même dit tout à l'heure, que c'est l'une des premières fois. Sinon, c'est la première fois que le chef de l'État s'est adressé à la nation avant la fin de l'année. Disons que c'est le début du changement, du vrai changement que nous venons de constater. Alors, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose par rapport au message du chef de l'État qui a tenu Ambroise, le volet sur la promesse tenue ou sur l'avance de salaire. Les gens l'ont appelé 13e mois, d'autres avancent ce salaire, c'est finalement tombé, mais aussitôt fini. Alors, comment vous appréciez ce geste du chef de l'État? Non, à vrai dire, ce n'est pas la première fois que le Togo expérimente cela. Oui, autant de Yadema, il y avait déjà ce qu'on appelait le 13e mois. Et figurez-vous que c'est en 2022 que moi j'ai découvert qu'en fait ce n'était pas un cadeau. Pour nos parents à l'époque, lorsqu'on parlait du 13e mois, pour nous enfants, c'était un cadeau, une gratification du chef de l'État. Vous voyez un peu? Donc ce n'était pas un cadeau. Ça veut dire que ce que le président Faure Gnassingbé a annoncé cette année, ce n'est pas une invention. Non, ça a toujours existé. Mais c'est ce que je dis. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui? Je vais faire une comparaison, même si comparaison n'est pas raison. Au Bénin, aujourd'hui, le SMIC, au niveau de la fonction, non, c'est pas le SMIC, le salaire minimum au niveau de la fonction publique béninoise, c'est 60 000 et c'est exonéré de toute taxe et impôt au Bénin. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que si vous êtes fonctionnaire au Bénin, vous avez 60 000 francs et les taxes et impôts vous êtes exonéré de taxes et impôts sur ce salaire minimum. C'est-à-dire le salaire net que vous percevez à la fin du mois, là, le dernier, le plus bas, c'est 60 000 francs. C'est vrai, 60 000 francs, ce n'est pas 60 millions, 600 000 francs, mais c'est quelque chose. Je ne sais pas. Est-ce qu'au Togo, on n'aurait pas pu faire quelque chose parce que je rappelle au passage que le Bénin, l'économie béninoise est fondée à plus de 60 ou 80% sur les services. Le Bénin, par exemple, les recettes, les recettes béninoises, donc ce sont tirées beaucoup plus des services à plus de 60%. Le Bénin n'a pas de ressources naturelles comme le Togo, par exemple. Le Togo qui a le clinker, le phosphate, tout ça. Le Bénin n'en a pas.
à part les taxes et impôts, c'est peut-être l'huile de palme qui rapporte un peu le coton aussi, qui rapporte un peu au Bénin. Mais si le Bénin a pu le faire, pourquoi pas le Togo? Le Togo aussi peut le faire. Il suffit d'un peu de génie, d'un peu de créativité et surtout d'un peu de volonté politique pour en arriver là. Et donc encore une fois, le 13e mois, pour moi, c'est pas un phénomène en réalité, c'est un épiphénomène et on aurait pu aller au-delà de ça. Et aujourd'hui, on a accordé le 13e mois aux gens et c'est un prêt obligatoire. Attention, c'est un prêt obligatoire. Alors, à supposer que quelqu'un a un salaire de 50 000 francs par mois. Et il est déjà sous prêt. Il est déjà sous prêt. 99% de il est déjà sous prêt. Sont sous double prêt d'ailleurs. Sous double prêt. Alors supposons que sur les 50 000 francs, il devait déjà payer 20 000, 25 000 francs à sa banque. Maintenant, s'il fait un 13e mois, un prêt de 13e mois, réparti, donc fractionné sur 12 mois, si on ajoute peut-être, ça fait 5 000 francs, plus les 25 000 francs qu'il payait déjà à la banque, vous imaginez un peu. Donc c'est une sorte... On met les gens dans une situation beaucoup moins confortable, quoi. Vous voyez un peu. Donc, il faut imaginer autre chose que ça. D'accord. Voilà, une dernière préoccupation, et ça, je l'ai tiré des ondes, de ce que j'ai suivi, ça et là. Les gens disent, beaucoup disent que le chef de l'État, on l'attendait sur un terrain où il n'est pas arrivé, c'est sur le terrain de la corruption. Que le chef de l'État devait beaucoup frapper, taper le poing sur la table par rapport à cela. Oui, c'est ça qui mine l'économie du pays. Mais les gens ont parfaitement raison. Et puis, vous savez, le président Fogna Singbe nous a habitués à ça. C'est-à-dire que le carrefour où vous l'attendez, il ne vient jamais là-bas. Et donc, là où vous ne l'attendez pas, c'est là-bas que vous le découvrez finalement. Donc, c'est pour vous dire... quand vous parlez par exemple de la corruption, c'est vrai qu'il y a des institutions, il a mis pas des institutions, mais finalement, nous avons constaté que finalement ces institutions ne sont même pas indépendantes pour pouvoir travailler. Quand vous prenez Atputia qui a été mis sur pied, jusqu'à présent, on n'a pas vu les résultats de Atputia. On nous avait dit entre-temps qu'ils étaient sur le dossier de le tronçon Lomé-Vauban, enfin, mais jusque-là, on ne voit rien venir. Et vous l'avez, c'est Ambroise qui l'avait rappelé tout à l'heure, lors de son discours, il avait dit une année qu'il a remarqué que une minorité scapait de richesses au détriment des autres. Mais bon, on n'a pas suivi également des faits, ce qui s'est passé après. Donc je crois que, vous savez, quand on parle de corruption, il faut quand même revoir un peu le salaire des gens. Il faut revoir le salaire des gens et inviter également les gens à déclarer leurs biens. Ça, c'est important. Si vous voulez combattre effectivement la corruption, il faut élever les salaires. Si vous élevez les salaires des gens, vous allez maintenant leur imposer des choses. Mais tant que les gens n'auront pas un salaire conséquent, attendez-vous. Mais justement, allez-y aujourd'hui, vous allez voir ce qui se passe au niveau de nos frontières. Pour traverser, pour aller vers le Ghana, aller vers le Bénin, vous allez voir ce qui se passe. Donc c'est pour vous dire que quelque part, les gens, vous pouvez tout dire, mais si vous ne corrigez pas leur quotidien, attendez voir ce qu'ils puissent donner à tout ça. Donc je crois que déclarer les biens, rehausser les salaires, je crois qu'on pourra effectivement réussir à combattre cette corruption. Déclarer les biens, rehausser les salaires, voilà le produit contre la corruption selon Jacques Outi. Vous avez quelque chose à dire sur la corruption? Bon, je ne sais pas si je pourrais dire quelque chose de plus intelligent que ce qu'il a déjà dit, mais je note simplement, et ça me ramène en arrière, lorsque je parlais tout à l'heure de la responsabilité individuelle de chaque responsable qui s'est vu confier un poste de responsabilité. Permettez-moi la tautologie. Voilà. Tout à l'heure, vous citiez la Aplusia. Vous vous rappelez cette arme comment dire, ça se fait d'armes du président de la Aplusia qui avait même accusé les journalistes. Vous vous rappelez, c'est-à-dire que la Aplusia, l'autorité chargée de lutter contre l'impunité, a sorti un rapport. Les journalistes l'ont exploité. Après, la Aplusia est revenue accuser les journalistes, je vais paraphraser, en quelque sorte d'avoir travesti ses propos en disant, je ne sais pas si voilà, ouais, un peu. Ça veut dire que les gens n'ont pas le courage nécessaire. Vous savez, les magistrats par exemple, ce n'est pas l'exécutif
qui leur accorde leur indépendance et leur liberté. Non. La liberté, l'indépendance des magistrats s'acquiert par eux-mêmes. Et il faut du courage, de la volonté pour ce faire. Donc, ce n'est pas le chef de l'État qui ira dire au président de l'Applucia de faire respecter le choix de ce dossier. Vous savez, il faut avoir le courage de le dire, parce que généralement, dans notre pays, et comme dans la plupart des pays africains, c'est que les gens sont dans un militantisme aveugle. Ils se disent, non, moi je suis ici peut-être par la volonté du chef de l'État, je suis ici par la volonté d'un tel politique, donc je ne dois pas aller dans tel sens, dans tel sens que dans tel autre, pour ne pas le heurter, le frustrer. Alors que peut-être celui qui t'a placé là-bas veut justement... c'est ce qu'il attend de toi. C'est ce qu'il attend de toi. Pourquoi les gens ne le font pas? Est-ce que c'est le chef de l'État qui viendra par exemple sortir des rapports pour dire telle personne est épinglée, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça? Il faut que la police mette à la disposition de la justice justement un rapport qui accable les gens. Et en dernier ressort, il faut que la justice aussi puisse aller jusqu'au bout. C'est ça la vérité. Voyez un peu. Donc les gens ne sont pas courageux parce qu'ils sont dans un militantisme idiot. Non, pas idiot. Ça peut passer. Je dis idiot, non. Les gens ne sont pas idiots. Non, les gens ne sont pas idiots. D'accord, mais c'est un militantisme idiot. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez su bien vous défendre. Pas de répit, on va changer de sujet, mon président. Pas de répit pour le gouvernement d'Ogbe qui n'a pas attendu de laver tous les plats de la fête avant de s'inviter à la table de réflexion. Il a tenu son premier conseil des ministres cette semaine. De là est sortie une décision salutaire qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias et dont nous voulons parler ici. Il s'agit, mon président, de la limitation à 3 mois, si je ne me trompe pas, des avances sur location et autres. C'est une mesure qui a été annoncée. Comment vous la trouvez? Bon, c'est une très bonne chose, mais vous savez, quand on parle par exemple des loyers dans notre pays, au fait, moi j'attendais plutôt le gouvernement pour jouer par exemple sur les matériaux, c'est-à-dire de construction. C'est-à-dire que le gouvernement devait tabler sur la vente du ciment, le fer, l'achat également des terrains. Au fait, tout le débat à ce niveau. Vous savez, je ne pense pas que quelqu'un puisse construire par exemple une maison, être méchant en demandant par exemple 1 an, 2 ans à quelqu'un avant d'intégrer la maison. Et l'autre aspect, vous savez, au Togo dans le temps, quand on parle par exemple l'avance par exemple sur les loyers, c'était toujours 3 mois, on n'a pas dépassé. Mais c'est parce que certains étrangers sont venus au Togo prendre des maisons et les étrangers l'ont proposé par exemple aux maisonniers 1 an, 2 ans. Et finalement, les compatriotes se voyant, mais prendre 2 ans de loyer, mais c'est beaucoup. Et c'est pourquoi cela a flambé. Sinon, il n'y avait pas une loi écrite comme ça qu'il faut donner, par exemple, 1 an, 2 ans avant d'intégrer une maison. Donc, je crois que la décision, elle est très bonne, il faut la saluer, mais quelque part, il faut que le gouvernement puisse continuer la réflexion. C'est-à-dire, il faut que le gouvernement puisse jouer sur effectivement le matériel, les matériaux que les gens utilisent pour la construction. On a parlé également des terrains. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile pour que l'État puisse récupérer les terres dans le pays et commencer par peut-être les revendre. Mais l'État peut jouer aujourd'hui également cette politique-là et demander par exemple, quand on prend par exemple un mètre carré à Lomé, combien cela peut coûter? Tout à fait. L'État doit jouer à ce niveau. Vous ne pouvez pas, vous allez dans certains quartiers par exemple, pour acquérir aujourd'hui un lot, il vous faut peut-être 100 millions, 500 millions, 300 millions. Donc l'État doit tabler effectivement sur des quartiers aujourd'hui. Il y a des nouveaux quartiers qui se créent aujourd'hui. Il ne faudrait pas que l'État puisse laisser ces nouveaux quartiers à les échapper. Donc il faudrait maintenant commencer par réguler. Si un compatriote veut aller acheter par exemple un lot dans ce nouveau quartier-là, qu'il sache à quoi s'en tenir. Si un lot doit coûter par exemple 5 millions ou bien 3 millions, on sait qu'avec ça il peut l'acheter. Et que demain, quelqu'un ne peut pas sortir quelque part pour venir dire non, ça c'est mon terrain, pourquoi on te l'a vendu? Donc je crois que l'État a l'obligation d'aider effectivement nos populations. Et de deux, pour terminer, vous savez, est-ce que l'État a pu faire, l'État répertorié aujourd'hui
quand on parle par exemple de ces loyers-là à Lomé, mais ça est-ce qu'il connaît le nombre hein? Est-ce qu'il arrive à gérer? Justement, mais quand vous allez dans certains quartiers, cela dépend. Vous allez par exemple à Dido Gomé, chambre salon, vous allez vers Baie, ce n'est pas le même prix. C'est vrai. Donc, il faudrait effectivement qu'on puisse réguler à ce niveau. Oui. C'est-à-dire que si je quitte par exemple à Dido Gomé, je vais par exemple à Baguida, il faudrait qu'on puisse avoir un taux standard par rapport effectivement à ces loyers. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dit, c'est vrai, l'État a annoncé, mais est-ce que cela suit des faits par rapport aux propriétaires des maisons? Je peux dire, mais j'ai construit ma maison. L'État m'impose de prendre 3 mois. Je ne veux pas. Je garde ma maison. Ouais, les gens seront en train de trimer. Les gens seront en train de trimer pour chercher des maisons, mais nous ne trouverons pas. Ça va créer d'autres problèmes. Ça va créer encore d'autres problèmes. Moi, je serai à la place de l'État. Au lieu de jouer par exemple sur les loyers, moi je vais jouer sur les matériaux. Sur les matériaux et également sur les terrains que nos compatriotes seront appelés demain à acheter. Voilà, c'est toujours quand il dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et quelle garantie, Ambroise, pour le respect de cette mesure, selon ce que le président vient de clairement dire, surtout lorsqu'on sait que les Togolais saignent aujourd'hui avant de monter un mur? Ce que Jacques a expliqué est très pertinent. Parce que, vous savez, lorsque la mesure a été annoncée, si je me mets dans la peau du locataire, je vais applaudir. Parce que je me dis, bon, désormais, il suffit que je puisse payer 3 mois et je peux intégrer une maison. Mais si je me rends... le locataire. Le locataire. Voilà, tout à fait. Mais si je mets le manteau très bien du bailleur ou du propriétaire immobilier, ça pose un problème. Ah, bien sûr. Sinon, plusieurs problèmes. Et la première, disons, les premiers problèmes que ça pose, c'est ce qu'il a expliqué. Il y a un ensemble de préalables que l'État doit d'abord régler avant, éventuellement, d'aller vers cela. C'est souhaitable. Mais le prix des matériaux de construction, l'achat du terrain, même les problèmes liés au foncier, les litiges fonciers, tout ça, des zones qui ne sont même pas viables, les zones inondables, non habitables. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut faire. Quelqu'un qui construit, par exemple, dans une zone inondable, mais qui fixe le loyer selon son bon vouloir. D'accord, et qui fixe le dépôt de garantie, donc ce qu'on appelle avant cela, ou la caution, peut-être sur 6 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il le fait de façon anarchique. Qu'est-ce que l'État fait à ce niveau? Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État met en place pour s'assurer du suivi et du respect de cette mesure-là? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que, pour moi, ça pose un autre problème. Vous savez, le problème que ça pose, il est d'ordre légal. La caution, lorsqu'on est en droit comment dire ça, de bail ou de location. Donc ça c'est un contrat entre deux parties. On parle d'un contrat synalagmatique. Tout à fait. Lorsque moi je construis ma maison et que je dois la mettre en location, en fait ce qu'on appelle la caution, c'est pour que ça serve ça serve à ce qu'on appelle les réparations locatives ou les entretiens locatifs. Lorsque j'intègre une maison, il y a de forts risques que durant mon séjour dans la maison, il puisse y avoir des dégradations sur le mur, il puisse y avoir le plafond qui a des problèmes, ainsi de suite. Il y a des travaux de retouche à refaire. Donc, lorsque je suis à terme ou au terme de mon bail de location, il faut que le propriétaire puisse se servir de ma caution pour pouvoir faire les réparations locatives éventuellement. Alors, si l'État dit, je fixe la caution à 3 mois, supposons, on va raisonner terre à terre. Quelqu'un qui intègre une maison, qui fait un bail sur 10 ans, sur 20 ans, est-ce que vous êtes sûr qu'après 20 ans, d'accord, dans cette maison-là, les risques de dégradation seront les mêmes que quelqu'un qui a intégré, qui a fait la maison pendant 1 an seulement? Donc, sur quelle base on fixe 3 mois? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'on appelle le dépôt de garantie, communément appelé l'avance, ça relève plutôt de ce qu'on appelle la liberté contractuelle entre le locataire et le bailleur. C'est-à-dire que 6 mois, en réalité, le locataire dit, moi je paye 3 mois d'avance, 6 mois d'avance, pour me mettre, pour me prémunir contre les éventuels problèmes, peut-être, bon, après 6 mois. Et surtout des surprises, je me trouvais incapable d'en honorer un mois. Et donc, c'est laissé à l'appréciation du locataire et du bailleur. Ce n'est pas à l'État d'imposer, par exemple, un certain nombre de mois. Donc, je crois que cette mesure annoncée par le gouvernement m'a l'air, en tout cas, d'une mesure
plus populiste qu'autre chose, sincèrement. Président, allons-nous assister à un tiraillement entre les demandeurs de logement qui brandiront certainement la loi et les propriétaires de maisons qui vont se cacher derrière le coût cher des matériaux et des terrains. Évidemment, ça il faut s'attendre à ça. Vous savez, vous prenez par exemple un fonctionnaire togolais qui fait par exemple un prêt pour acheter le terrain. Il attend 5 ans pour rembourser le prêt, faire encore un autre prêt, pour ne serait-ce que monter d'abord les murs, faire la dalle, attendre d'abord, 5 ans encore après, pour faire le toit, et puis après pour la finition. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Et quand on parle également des loyers, aujourd'hui c'est vrai, la loi là ne pourra que concerner que Lomé. Quand vous prenez par l'intérieur du pays, l'intérieur n'a pas de problème. Il n'y a aucun souci à l'intérieur du pays. Vous allez trouver dans d'autres villes chambre salon à 6 000, mais à Lomé ce n'est pas la même chose. Donc je crois que moi je serais par exemple peut-être à la place de l'État, je ferai d'abord ce qu'on appelle les états généraux. De l'urbanisme. Oui, de l'urbanisme. Je procède d'abord par les états généraux de l'urbanisme pour cerner les vrais problèmes, ce qui se passe dans ce milieu-là. Parce que, quoi qu'on dise, je crois que le président Faure Gnassingbé l'avait reconnu, que les problèmes fonciers constituent une bombe à retardement dans ce pays. Donc on ne peut pas, ça c'est comme Ambroise le disait tout à l'heure, moi je crois que ça là c'est une goutte d'eau dans la mer pour parler de 3 mois de choses. Non, je crois qu'il faut aller au-delà de ces annonces-là, régler les problèmes à la racine. Éric, je ne sais pas si vous avez si vous êtes une fois promené vers Agoué, aller vers... Mais vous allez voir dans certains endroits 10 lots collés, clôturés, il n'y a personne. Les lots là on ne sait même pas à qui ça appartient. Alors que quelqu'un, quelque part, il cherche seulement un quart de l'eau pour pouvoir habiter. Donc je crois que je serai là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je serai à la place de l'État, je vais d'abord procéder aux états généraux de l'urbanisme au Togo et cerner les problèmes et maintenant essayer de résoudre les problèmes là. Au cas par cas, à la base. Et cela me ramène à ce que je disais tout à l'heure, que chaque ministre dans son département puisse jouer convenablement son rôle. On parle du problème de l'urbanisme, du loyer. Je ne suis pas certain que c'est le ministre de la Sécurité ou le ministre de la Défense qui a fait cette proposition au gouvernement. Non. Sûrement le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est son rôle. Est-ce que c'est ce qu'on veut de lui? Jacques a parlé des états généraux de l'urbanisme et de l'habitat au Togo. On attend quoi pour le faire? Donc que les ministres jouent leur rôle. C'est ce qu'on veut de nos ministres. Pas de venir faire des annonces juste pour qu'on puisse les applaudir et qu'on donne l'impression qu'on travaille aussi. Non, c'est pas ça. Il faut que les gens travaillent véritablement. D'accord. Un autre sujet, on va sur le terrain politique. Présentation de vœux. Certains responsables de partis politiques se sont également prêtés à cet exercice. Si du côté du parti au pouvoir, l'Union pour la patrie ou l'Union pour la République, voilà, le message du vœu est resté classique et empreint de la consolidation des acquis du parti. Ce n'est pas le cas, Ambroise, au niveau des partis de l'opposition qui appellent à une unité d'action. C'est vrai que c'est un vieux vœu, n'est-ce pas? Mais on peut se demander pourquoi ce vœu exprimé de part et d'autre de la classe. La DMK en a exprimé, Beliki Akwete en a exprimé, Jean-Pierre Fabre en a aussi exprimé. Il en a fait allusion, un vœu cher qu'ils ont servi à chaud à leurs militants, même si quelqu'un comme Jean-Pierre Fabre de l'ANC trouve que, je cite, l'union n'est pas un slogan que l'on proclame pour séduire les populations. Alors, il propose quoi? On ne sait pas encore. Alors, Ambroise, encore unité d'action pour l'opposition. C'est un vieux vœu, hein? Oui, je pense que on doit clarifier les concepts d'abord.
est-ce qu'il s'agit d'une union de l'opposition ou d'une unité d'action? Voilà. Moi, je pense que l'union de l'opposition ou des oppositions, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, je crois que c'est une chimère. L'union des oppositions, c'est une chimère. Et d'ailleurs, ce n'est même pas vital pour la démocratie. On ne peut pas demander à toutes les oppositions de regarder dans la même direction. Puisque même si dans la réalité, on ne le constate pas, chaque parti politique a une idéologie, appartient à un courant de pensée donné. Donc dans l'opposition, il y a forcément les sociodémocrates, les socialistes, aujourd'hui les écologistes. Bon, bref, même si ce n'est pas clairement défini chez nous, c'est cela. Donc on ne peut pas demander par exemple à un communiste de s'associer avec je sais pas, un socialiste. Non, un sociodémocrate par exemple. Voilà, pour faire quoi? Par contre, si c'est pour une unité d'action, c'est-à-dire que on fait face peut-être à un défi commun, si on doit s'unir, mettre les forces, les énergies ensemble pour pouvoir lutter et avoir un résultat, oui, je pense que ça c'est possible. Et je crois que l'opposition l'a déjà fait plusieurs fois dans notre pays. Mais pour quel résultat? Voilà toute la question. Aujourd'hui, on parle de l'union de l'opposition. Jean-Pierre Favre a dit que ce n'est pas un slogan. Je rappelle qu'avant lui, c'est Maître Appevon qui, lors de la célébration du 5e anniversaire de son parti, Force démocratique pour la République, FDR, avait dit « L'opposition doit s'unir ou périr ». Et il dit que l'union de l'opposition ne doit pas être un simple slogan. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la DMK, avec à sa tête Adjamabo Johnson Brigitte, qui parle de l'union. Et c'est à ce niveau que je trouve la chose assez intéressante. Souvenez-vous qu'après l'élection présidentielle du 22 février 2020, la DMK et ses partisans, dont la plupart pensent que la politique se déroule sur les réseaux sociaux, avec quelques individus dans la diaspora, ont passé leur temps à systématiquement, c'est-à-dire que, comment dire ça, descendre les autres leaders de l'opposition qui ne se sont pas associés à Guillaume Kodjo, qui n'ont pas reconnu la victoire entre griffes ou la prétendue victoire d'Agbeyo Kodjo à l'élection présidentielle de 2020. Je rappelle que Agbeyo Kodjo en 2015 et en 2018 nous a dit que les recours, les décisions de la Cour constitutionnelle sont comme des décrets divins. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours. Je m'étonne que le même Agbeyo revienne aujourd'hui pour imaginer un temps soit peu que la Cour constitutionnelle puisse revenir en arrière et le proclamer comme président jusqu'à nos jours, 2 ans après l'élection présidentielle. Pour moi, on est peut-être dans un film hollywoodien. Mais quel est le discours? C'est d'abord une belle chose que l'opposition veuille s'unir ou veuille mutualiser ses actions, ses efforts pour aller dans, disons, vers une unité d'action. Mais quel est le discours que Dame Adjamabo va pouvoir tenir aujourd'hui à sa base, qui a toujours fait du dénigrement, de la délation, de la calomnie, de l'insulte, une arme politique redoutable depuis février 2020 à ce jour? Pour moi, ça va être extrêmement compliqué. Est-ce qu'on s'achemine vers une union entre les crabes, les crapauds? Je ne sais pas. Ça va être compliqué. Mais encore une fois, je pense qu'il faut pouvoir solder 2020 et se dire que 2020 est déjà passé. Regardons en arrière, devant nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Eric, unir. Vous allez chuter. Unir ne pense plus à 2020. Unir pense aux futures élections. Est-ce qu'on va continuer à penser à 2020 pendant que Unir est en train de préparer les autres élections? Point d'interrogation. Mon président, la même question, je vous l'envoie. L'unité d'action de l'opposition, un vœu, mais un vieux vœu. Vous savez, le jour que les oppositions en Afrique, pas seulement au Togo, vont comprendre qu'il n'y a seulement qu'un seul fauteuil présidentiel, ce n'est pas un banc, les gens vont prendre conscience. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, quand vous prenez l'opposition dans notre pays, l'opposition n'existe plus. Et moi, la place par exemple de unir ou bien ceux qui sont au pouvoir, je ne serais pas content que l'opposition parte en lambeaux comme ça. Parce qu'il faut une opposition qui puisse vous pousser, vous booster à faire des choses. Mais lorsqu'il n'y a pas d'opposition, vous avez un boulevard, vous ne savez même plus s'il y a un feu rouge, s'il y a les dos d'âne, et puis bon, vous foncez. Et attention. Attention, vous voyez. Donc je crois que aujourd'hui, l'opposition a intérêt. Ils ont intérêt à se retrouver. Je crois que
il ne serait pas également utopique de les appeler également à des états généraux au niveau de l'opposition. Ils peuvent aller également aux états généraux de l'opposition togolaise et cerner qu'est-ce qui n'a pas marché. Je crois que, vous savez, ce qui nous gangrène dans ce pays, c'est que nous ne nous aimons pas au fait. On ne s'aime pas. On se voit. On fait semblant. On fait semblant de nous aimer. Nous ne nous aimons pas. Ça, il faut le reconnaître. Le vrai problème dans ce pays, c'est ça. Et l'autre aspect, c'est que l'autre pense qu'il est plus intelligent que l'autre. Ou plus malin que l'autre. On a assisté dans ce pays où les gens disaient qu'ils sont les premiers à voir la mer. Ouais, et que les autres, c'est le désert. Ouais, donc, c'est pour vous dire que si on ne solde pas, comme il le disait tout à l'heure, le passé, je vous dis tous les jours, nous allons revenir sur les mêmes choses, on ne va pas avancer. Les autres vont avancer et nous serons là en train de nous chamailler. C'est comme quelqu'un qui tient l'os. Il sait qu'en lançant l'os, vous aurez des problèmes. Il est là, il vous attend, que vous soyez rassemblés d'abord. Il lance et lui s'en va. Quand vous allez vous rendre compte que effectivement c'est l'os qu'il a lancé, qu'il n'y a pas de viande dans l'os là, mais lui il est parti. Vous serez en train de vous chamailler là. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui, quand on parle de l'opposition togolaise, mais c'est des gens qui ont travaillé souvent sous des gens. Vous prenez par exemple Jean-Pierre Fabre, il a travaillé sous Olympio. Vous prenez Apevon, il a travaillé sous Abebo. Vous prenez Adjama Bodonson, elle a travaillé sous Ninevi. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ce ne sont pas des gens qui se sont levés comme ça, ils ont eu quand même. Ils ont eu vécu. Ils ont vécu. Donc je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un sort qu'on les a lancés? Si c'est un sort et qui les a lancés, ce sort, il faudrait vraiment qu'ils s'asseyent et qu'ils se remettent en cause. Et se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Corrigeons ce qui ne va pas. Je crois que si eux-mêmes ils ne veulent pas le faire, je ne pense pas que quelqu'un viendra de quelque part pour le faire. Donc ils sont en train de crier. Chacun est dans sa chapelle pour parler de l'unicité, pour parler de l'unité. Mais posez-vous la question. Pendant ces fêtes-là, qui allait chez qui pour poser quel acte pour que les populations voient que effectivement les gens là veulent faire quelque chose. Ils ne le font pas. Ils sont là, ils crient seulement, ils font des déclarations et souvent ils attendent seulement qu'il y ait par exemple les joutes électorales qu'on puisse les entendre. Alors que la vie politique, c'est pas ça. Aujourd'hui, dites-moi, le terrain est vide. Il est vide, c'est vierge. Le terrain est vierge aujourd'hui au Togo. Et je vous dis que cela ne fait même pas l'apanage également de UNIR. Non, je serais là. Il a besoin d'un adversaire. Bien sûr, il faut que vous ayez. Mais écoutez, c'est comme, excusez-moi. C'est comme vous allez sur le terrain de lutte. Non, mais vous avez 25 ans, vous présentez un enfant de 10 ans pour lutter avec. Mais quand ça ne vous mesure pas. Vous êtes aujourd'hui, par exemple, musulman. Vous êtes par exemple chrétien et dans votre vie vous n'avez pas des épreuves, vous n'allez pas grandir. C'est vrai. C'est les épreuves qui font grandir l'homme. Bien c'est ça. Mais si vous êtes là, vous voulez, quand une petite épreuve survient dans votre vie, vous succombez, mais finalement vous n'allez pas avancer. Donc je crois qu'à un moment donné, il faudrait que l'opposition se remette en cause. D'accord. C'est beaucoup de conseils que nous sommes, ou vous êtes en train de donner à l'opposition. Non, ce ne sont pas des conseils. Ne leur en voulez pas. Ce sont des constats. D'accord. Ce sont des constats. Voilà, des constats qui peuvent les édifier. On va terminer avec ce sujet au Mali. On termine d'abord par le Mali. D'abord pour saluer le retour en bonne santé du 8e contingent togolais. Vous les avez vus hier à la télévision, de la MINUSMA qui a regagné le Bercail hier, et leur dire merci et félicitations pour le travail abattu pendant un peu plus d'1 an aux côtés de nos frères et sœurs maliens. C'est bien, Jacques? Oui, mais vraiment, Dieu merci que nos compatriotes sont rentrés. Il faut remercier vraiment le grand Dieu. C'est vrai que certains ont laissé la peau par rapport à cette situation, mais je crois une fois encore, il faudrait que l'ONU puisse revoir le mandat de ceux qui vont là-bas. Parce que les gens ne vont pas aller mourir comme ça, parce que sans légitime défense. Il faudrait que ce mandat-là puisse changer. Et il faudrait aujourd'hui que la CEDEAO, l'Union africaine, puisse demander à l'ONU de changer effectivement ce mandat-là. Parce que c'est une nébuleuse. On ne voit pas des gens, les gens sont là, ils tirent sur vous, et vous n'avez pas le droit de tirer sur eux. Donc je crois qu'il faut également que ce mandat puisse changer. Et les condoléances aux familles éplorées par rapport à la situation au Mali. C'est vrai qu'actuellement il y a un sommet qui a lieu à Accra pour essayer de régler le problème. Mais il faudrait une fois encore que les chefs d'État
de la CEDEAO et de l'UMOA puissent examiner la question du Mali, il faut reconnaître que, quoi qu'on dise, Assimi Goïta, c'est un putschiste, c'est vrai, mais il faut l'aider à effectivement sortir le Mali de cette situation, une fois pour de bon, que la démocratie puisse retrouver également celle de noblesse au Mali. Vous l'avez si bien dit, Ambroise, ils sont revenus laissant un Assimi Goïta à couteau tiré avec la CEDEAO à propos de la durée de la transition militaire. Et dans ce pays, fait peur, pour ne dire que quelques mois après le coup d'État, c'est à 5 ans, fait pour durer quelques mois, donc c'est à 5 ans qu'est en train de se chiffrer cette transition tenue de main de maître par la junte militaire, avec à sa tête Assimi Goïta, comme quoi en politique, l'appétit mange en venant au lieu de venir en mangeant. Eric, non, écoutez, je pense que ce qui se passe au Mali, il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention parce que le Mali est ce qu'on appelle en sciences politiques un État failli. L'État malien n'existe même plus. L'État malien n'existe même plus. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut juste, au nom des principes démocratique, amener le Mali vers des élections sans lendemain, certains pour le pays, c'est cela. Souvenez-vous que en Libye, en Afghanistan et en Irak, la communauté dite internationale avait poussé les autorités de transition de ces pays-là à organiser des élections dans une période de 18 mois. La suite, on la connaît. C'est ce qu'on veut pour le Mali aujourd'hui. En 2003, lorsque l'ancien président congolais, Joseph Kabila, avait succédé à son défunt père, Laurent Désiré Kabila, lorsque les élections ou l'élection présidentielle devaient avoir lieu, en principe, on avait dit quoi? 18 mois aussi. Mais je vous dis que l'élection s'est déroulée 4 ans après. C'est 4 ans après qu'on a organisé des élections. Et l'organisation d'une élection dans un pays comme le Mali, qui est un vaste, je dirais, un mini-continent, comme la RD Congo lui-même, elle-même plutôt, les moyens logistiques qu'il faut déployer pour organiser des élections dans ces pays-là sont colossaux. Ça, c'est un. D'un point de vue politique ou électoral, le Mali ne dispose pas de ce qu'on appelle un OGE, un organe de gestion des élections, une CENI ou une commission électorale. À proprement parler, il n'y en a pas. Pourquoi vous voulez qu'on organise des élections? Aujourd'hui, c'est la France qui dit, ouais, retour à l'ordre constitutionnel, il faut la démocratie, il faut faire cela et tout. Mais je rappelle que c'est la même France qui, au Tchad, a soutenu le fils de Déby pour une succession dynastique. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du respect de l'ordre constitutionnel au Mali, au Tchad, mais au Mali? Non, toute élection qui est téléguidée de l'extérieur par cette communauté dite internationale au nom des principes démocratiques est vouée à l'échec. Et moi, aujourd'hui, la CEDEAO qui se réunit actuellement à Accra pour plancher sur le cas malien doit considérer ces facteurs-là et se dire que d'abord sur le plan sécuritaire, le Mali n'existe pas. Le Mali n'existe pas et politiquement, le Mali a des problèmes. Sur le plan logistique, le Mali a des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on veut forcer les gens? C'est vrai, 5 ans, a priori, ça paraît un peu trop long. Trop long. Je ne refuse pas. Mais entre une transition qui va durer 5 ans, avec la possibilité d'organiser une sortie de crise, d'organiser, voilà, et l'urgence, d'accord, de respecter des principes démocratiques en organisant des élections dans une période un peu trop courte, avec les risques que cela comporte. Qu'est-ce qu'on choisit? En tout cas, comme l'a dit Machiavel, en politique, le choix n'est jamais entre le bien et le mal, mais entre le mal et le moindre mal. Voilà. Merci. Malheureusement, le temps ne nous est plus possible pour aller au-delà. Le temps qui nous est imparti est fini, avec la diligence d'ailleurs du régisseur. Et je ne peux que vous remercier, mon président Jacques Couty. Vous êtes journaliste, analyste politique, puis le directeur de la toute première radio de l'Évangile, JBE. J'aime cette radio. Je l'aime. Elle a fait son temps, à sa création en 1994. C'est elle qui nous arrosait à la chaîne Est et Ouest du restaurant avec des musiques gospel dont on ne va pas oublier. Alors, Ambroise, merci.
merci, c'est avec plaisir que je t'ai retrouvé aujourd'hui finalement sur ce plateau. Enfin, vraiment, je t'ai cherché de loin, mais le temps de Dieu est le meilleur. Il faut toujours laisser le temps au temps de faire son temps, et qui sait attendre le temps a le temps et ne sera pas surpris par le temps. C'est Blaise Pascal qui l'a dit. C'est donc sur ces notes que nous allons fermer les portes de cette paroisse, la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième. Et merci à vous tous qui nous avez suivis, chers fidèles. Merci à toute l'équipe technique. C'est Mati Ibrahim et Quentin Bidola. Je vous souhaite un bon retour chez vous et une fois encore bonne et heureuse année à vous, à vos familles respectives et surtout à vos collaborateurs. Merci pour le travail que vous abattez et j'espère vous retrouver très prochainement autour d'autres évangiles. Et cette pensée qui va nous inspirer, elle nous vient de André Marloro qui dit « On ne fait pas de politique avec la morale, mais on n'en fait pas davantage sans la morale. » On ne fait pas de politique avec la morale, mais on ne fait pas davantage sans la morale. C'est de André Malraux. Bonne méditation et à dimanche prochain. Portez-vous bien.